Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Avez-vous été choqué par les images de cette évacuation policière place de la République hier soir? Je suis pas le seul. Apparemment, même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est choqué par ces images. Et vous le croyez quand il dit qu'il est en tout choqué? cas, il a envoyé un tweet pour dire que voilà, il allait y avoir une enquête suite à ça et tout ça. Moi, je remercie d'abord les journalistes qui ont fait leur travail de rapporter ces images, puisqu'on sait que c'est pas évident. Et je salue leur travail quand on sait que l'un de nos collègues, Rémi Buisine, s'est fait taper dessus 3 fois dans la soirée par le même policier. Donc je pense que là, il y a la liberté d'information. Pourquoi vous dites l'un de nos collègues? Parce que je me considère toujours comme journaliste, excusez-moi. Moi, je suis journaliste, j'ai eu ma carte de presse jusqu'à mon entrée à l'Élysée, à l'Assemblée. À l'Élysée. Et donc, voilà quoi. François Ruffin est candidat. Non, mais je pense que sérieusement, la démission du préfet Lallement doit être posée là. Ah bon? Bah oui. Je veux dire, on a un préfet qui a géré la crise des Gilets jaunes de manière très dure. Qui a considéré que des gilets jaunes qui étaient pourtant pacifiques n'appartenaient pas au même camp alors qu'on est tous dans le même camp qui est celui de la République, qui considérait que les malades du Covid c'était de leur faute et que c'est parce qu'ils étaient pas... Bon, je veux dire, là on a le choix de maintenir ce préfet-là à Paris est un marqueur fort d'une volonté de tenir la population, quoi. Il doit démissionner. Je pense on doit lui demander sa démission, ouais. Mais attendez, en même temps, le préfet, lorsqu'il y a une occupation illégale de l'espace public, et c'est ce qui se passait hier, il est là, il donne l'ordre d'évacuation. Et le scénario, il était écrit hier au soir, François Ruffin. 500 tentes qui se déploient en 2 minutes, place de la République. Ce sont des activistes qui étaient là, même pour attirer l'attention sur les migrants. Et on savait pertinemment qu'il allait y avoir tension et qu'il allait y avoir échauffourée. Heureusement, puisque j'ai participé à Nuit debout, place de la République, sur la même place, ça n'a pas été géré de la même manière. Et donc, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir... Enfin voilà, on est en République, on est en démocratie. C'est pas la matraque et la plus dure des matraques qui doit être sortie d'emblée. Que ça soit pas légal. Et en période de confinement. Oui, mais je veux dire, là, la manière dont ça se fait dans la dureté, parce qu'au fond, aujourd'hui, la police se dit qu'elle a la bride sur le cou, qu'on la laissera faire. Et je vois la défenseur des droits qui demande là qu'il y ait des sanctions qui soient prises dans l'affaire Théo. On a eu le cas Cédric Chouviat sur lequel quand même là il y avait quelque chose de très grave. Un simple citoyen qui finit par mourir parce on se met sur son thorax longuement. Bon, heureusement ça a été filmé par des petits téléphones portables. Il y a une enquête. Mais je veux dire que la réaction judiciaire à la sortie de soi, ça soit la loi sur la sécurité globale qui plutôt que de se demander quelle est la place de la police dans la société, se disent bon bah ce qu'il faut c'est ne plus filmer, c'est-à-dire casser le thermomètre. Je pense que c'est problématique. Et donc mais d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation aussi de la misère quand une association demande à 50 migrants afghans de venir place de la République organiser une opération politique? Est-ce que là aussi on n'est pas dans une sorte d'instrumentalisation de gens malheureux pour des raisons politiques? Bon, j'en sais rien. Moi, je n'étais pas derrière ça. Je vois juste que quand il y a de la misère comme ça, on ne doit pas avoir un gouvernement qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Juste, or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous critiquiez rapidement la loi de sécurité globale. Vous n'étiez pas à l'Assemblée lors de son vote. Pourquoi? Non, parce que son vote se déroule ce soir et que je serai à l'Assemblée et que je voterai contre. D'accord. Moi, je voulais vous poser une question. La question des migrants, qui évidemment nous interpelle tous et qui est récurrente, ça date pas d'aujourd'hui, la question des migrants. Les chiffres sur à la fois l'accueil, la régularisation, la naturalisation, etc. sont disponibles. Est-ce que vous avez pas plutôt intérêt justement à continuer à travailler à ce que le droit d'asile, la demande de droit d'asile soit réduite, à ce que des décisions soient prises rapidement pour la dignité des personnes, soit elles ont un titre de séjour, soit le statut de réfugié politique rapidement, plutôt que de laisser depuis des années des situations humaines perdurer? Et est-ce que des opérations politiques, parce que c'est une opération politique qui a été menée hier, quoi qu'on en pense, quel que soit, et je suis assez d'accord avec vous sur le fait que la répression n'a jamais été l'aboutissement de politiques sérieuses, mais n'empêche que, est-ce que l'opposition, c'est son rôle à chaque fois de mener des opérations d'instrumentalisation, alors que plutôt de dire le problème de l'immigration et des migrants est récurrent, posons-nous tranquillement et disons que voilà tout ce qui dysfonctionne, parce que ça dysfonctionne vraiment. Pour une fois, vous allez me trouver d'accord avec Emmanuel Macron, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est assez rare pour être noté, mais je pense qu'il faut revoir les accords de Schengen.
Oui. C'est là. Oui. Et on ne pourra rien faire tant que les accords Oui, de tout à Schengen fait. ne seront Tout à pas fait. revus. Tout Donc à il fait. faut, voilà, donc c'est la, Non, mais- c'est la question mais numéro vous un vous qui doit être rendez posée. compte pour Maintenant, l'opinion vous dites publique. l'opposition et tout ça. Moi, je vous assure que j'étais pour rien dans l'occupation de la place de la République hier. Ça À pose dire, un bon, voilà. problème. Pardon, on va laisser la place de la République. Il y a beaucoup de sujets. Il y a notamment ces plans sociaux. Danone, on a été surpris. Danone, qui est plutôt une entreprise en général Prospère. qui se veut sociale, prospère, annonce elle-même un plan social. Vous le comprenez? Écoutez, moi, ce que je comprends pas, c'est simplement que de la même année, on verse des dividendes. Je crois que c'était de l'ordre de 1,7 milliard d'euros pour Danone et qu'on licencie. Tout comme je ne le comprends pas dans le cas de Total, puisque là, il y a un nouveau plan qui s'annonce de plus grande ampleur encore, là, alors qu'il y a eu 6 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés, et que c'était l'entreprise qui a versé le plus de dividendes depuis des années et des années. Chaque fois, ils arrivent en tête des entreprises du CAC 40. Et je pense que... Il profite du Covid? En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de lien direct quand même là, et que au pire, j'entends que pour les uns, il va falloir faire 1 milliard d'euros d'économie, pour les autres, il va s'agir de 2 milliards d'euros d'économie, ainsi de suite. Quand on voit les dividendes qui sont versés, la priorité sur ce qu'on pourrait économiser, c'est là. Et voilà. Moi, ce que je vois là-dessus, c'est que, je le disais tout à l'heure, un gouvernement faible avec les forts et fort avec les faibles. Quand on intervient dans l'hémicycle, et c'est un député macroniste qui intervient, pour demander qu'il y ait un moratoire sur les OPA hostiles. Donc, en l'occurrence, l'OPA de Veolia sur Suez. Voilà. Et la réponse qui lui est fournie par une ministre, c'est ça serait une restriction trop forte des libertés, d'interdire une OPA hostile par temps de Covid. C'est-à-dire que sur le terrain économique, il faudrait qu'il y ait une totale liberté, tandis que sur le plan privé, on n'hésite pas, et du jour au lendemain, à nous dire il y a couvre-feu, il y a confinement, il y a reconfinement, et ainsi de suite. Donc moi, je vois que je demande à l'État d'intervenir dans ces plans-là, et pour dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais pour peser fortement. Vous attendez quoi, justement, ce soir d'Emmanuel Macron concernant le confinement? Moi, qui ne me convient pas, et quel que soit ce qu'il annonce, c'est la gestion autoritaire et solitaire depuis le début de la crise. C'est-à-dire que j'ai l'impression de jouer à Jacques Hadi. Là, c'est Manu Hadi. Manu nous dit sortez, allez au théâtre. Le lendemain, Manu nous dit on ferme les écoles. Puis c'est Manu nous dit restez chez vous. Puis c'est Manu nous dit vous pouvez ressortir. Puis c'est Manu nous dit couvre-feu. Puis c'est Manu nous dit on ferme les petits commerces. Puis c'est Manu nous dit on se reconfine. Puis c'est Manu nous dit les commerces vont pouvoir rouvrir. Bon, je veux dire, dans le premier temps, au printemps, j'ai pas été particulièrement critique. Pourquoi? Parce qu'on était pris par surprise. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'urgence et on pouvait comprendre, même si je le regrettais, cette gestion très autoritaire et très verticale. À l'automne, c'est plus pareil. La deuxième vague, elle nous était annoncée. On savait qu'elle allait arriver. Et dans ce cadre-là, et je ne suis pas le seul, la défenseur des droits, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, ont demandé une gestion plus démocratique de cette crise sanitaire. Que ça ne repose pas sur un seul homme et sur un conseil de défense, c'est-à-dire sur des militaires. Et le fait que ce soit des militaires qui soient en charge de ça est tout à fait symptomatique. C'est secret défense quasiment autour de ça. Moi, je l'ai réclamé. À l'Assemblée, vous servez plus à rien? Mais non, on ne sert à rien là-dedans. Mais je veux dire, on ne sert pas à grand-chose en général. Hein. Mais le fait qu'on n'ait pas d'épidémiologistes, pas de statisticiens, pas même d'historiens des crises sanitaires. Mais pas de spécialistes d'épidémie. Voilà, mais même tout ça, voilà, on n'est pas un lieu de débat autour de ça. Je veux dire, nous, on continue nos amendements sur la TVA réduite, sur n'importe quoi, sur les micros. Et pendant ce temps-là, on a le couvre-feu qui se décide. Mais moi, je pense que l'Assemblée, de toute façon, n'est plus un lieu suffisant de démocratie aujourd'hui. Il faut lui rendre un rôle, mais j'ai réclamé, moi, une convention citoyenne sur le coronavirus. C'est-à-dire un lieu de débat avec des commerçants, avec des épidémiologistes, avec des statisticiens, avec des cliniciens et ainsi de suite, qui soit quasiment un lieu de débat filmé en 24 heures sur 24 et qui fait que les gens... Un plateau de chaîne info, ça, non? Bah non, justement, justement, une agora. Ouais, une agora. Ce qu'a fait la Convention citoyenne sur le climat. Qui décide ensuite? Il faut bien trancher. Je veux bien qu'à la fin, la décision soit centralisée. Mais en revanche, qu'il y ait des propositions qui émanent, que ça fasse l'objet... Je pense que ce serait un double avantage. Le premier avantage que ça aurait, c'est plus de consensus sur l'état où on en est. Et la deuxième chose que je pense qu'on aurait, c'est une énergie disponible dans la population. On l'a vu dans le premier confinement. Qui est-ce qui a produit des surblouses dans mon coin ? Ce sont des gens bénévoles qui se sont organisés. Qui est-ce qui a produit des masques? Ce sont les gens qui se sont organisés. Et je pense là que, par exemple, pendant l'été, il y aurait eu un grand appel aux infirmières. On sait qu'il y en a un paquet qui ont quitté l'hôpital public, voire qui ont quitté le soin tout court parce que c'est un métier difficile, pour leur dire « Revenez, on a besoin de vous ». Mais il n'y a pas eu d'appel à l'énergie de la population. Mais même au-delà de ça, François Ruffin, on aurait
une vraie démocratie sanitaire, on aurait des représentants élus des patients et des représentants élus des professions de soignants, etc., qui seraient véritablement aux manettes et qui surveilleraient, par exemple, l'état des stocks de moyens de protection, on n'aurait pas connu la crise des masques. Parce que tu aurais eu des patients et des représentants de patients en charge de surveiller l'état des stocks, ils n'auraient pas laissé faire ce qui s'est passé. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je l'ai dit, même ne serait-ce que si l'Assemblée était informée toutes les semaines de l'état des stocks, si on avait la possibilité de poser des questions et qu'on ait des réponses précises, ça servirait d'alerte. Voilà, donc, mais alors la démocratie sanitaire, j'entends par exemple sur les vaccins, qu'il y a une méfiance sur les vaccins. Vous irez vous faire vacciner, vous, par exemple? Moi, j'ai entendu un professeur juste avant, pour moi, je ne le ferai pas, mais en revanche, si ça participe d'une protection collective, je le ferai. Voilà. Je comprends pas. C'est-à-dire, c'est pas pour mon inquiétude personnelle, mais si jamais on dit c'est nécessaire pour participer d'une immunité collective, j'irai me faire vacciner. Mais ce que je veux dire, c'est que la méfiance à l'égard des vaccins, pour moi, elle est de la crise de la démocratie sanitaire. C'est-à-dire que quand on voit que... Alors, on a dit que au début, moi, j'étais hostile au passage de 3 à 11 vaccins sur la manière dont ça se fait. C'est-à-dire que vous passez de 3 à 11 vaccins, c'était au tout début du mandat, sans discussion avec la population, par un passage en force. Comment vous voulez instaurer de la confiance quand ça se passe de cette manière-là? Vous voulez que ce soit à l'Assemblée nationale la question des vaccins? Parce que là, vous avez vu qu'on a déjà un monsieur vaccin qui quasiment a été nommé, qui est un haut fonctionnaire, Louis-Charles Viossa. Il était au cabinet de Jean-François Mattei, il a été avec Dominique de Villepin en charge du CPE, donc on peut dire que c'est une réussite. Et il sera secondé par Anne-Carole Bensadon, inspectrice générale des affaires sociales médecin, et une inspectrice des finances, Ombeline Gras. Enfin, c'est public, hein, c'est dans les journaux. Est-ce que les députés auront un regard là-dessus sur la politique? C'est la haute fonction publique. Moi, j'interviens jeudi, il y a un texte sur les vaccins, on interviendra jeudi pour le fait que ça soit un bien commun et ainsi de suite. Donc on va dire notre mot, on dit toujours nos mots. Hein, mais... Écouté mais pas entendu, c'est le problème. Pardon? Ouais, mais on n'est même pas écouté, vous savez. Mais bon, je veux pas refaire ma critique du Parlement, mais c'est une chambre d'enregistrement des désirs du président. Non, si, mais par rapport à la critique que vous avez fait sur le Conseil de défense, je partage d'ailleurs assez ce point de vue, mais j'aimerais avoir votre sentiment. Quand on a l'impression de défendre ça et de défendre quand même l'idée que c'est peut-être un peu anormal que ce soit un seul homme, tout aussi président de la République qui décide en Conseil de défense sans compte rendu, alors que c'est lui qui dirige, qui décide des sujets traités, des intervenants qui l'écoutent et de ceux qui l'entourent, sans que tous les ministres, eux aussi, qui font partie de ce gouvernement, ne soient écoutés. Comment vous expliquez que ce constat ne soit pas partagé et n'affole pas plus que ça la population? Parce que c'est quand même quelque chose qui passe assez crème finalement. Je ne suis pas sûr que ça passe si crème que ça. Je pense que ça produit une usure dans la durée de la démocratie. Mais ensuite, il faut qu'il y ait des propositions alternatives qui émergent. C'est pour ça que je dis ma proposition. Et après, il y a le fait qu'on nous fasse vivre dans une urgence permanente. Dans l'état d'urgence permanent. Bah oui, dans l'état d'urgence et dans l'urgence permanente. Et comme on vous dit, c'est urgent, il faut prendre des décisions tout de suite. Les décisions qui vont les plus vite sont des décisions hyper centralisées. Alors, parlons de cet impôt Covid. Vous défendez l'idée d'un impôt Covid, c'est-à-dire d'imposer les entreprises qui profitent du Covid? Alors, déjà, c'est une proposition de loi que j'ai faite en juin, donc qui ne date pas d'hier, et qui émane du groupe de travail entreprise de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dont le diagnostic a été validé par, je dirais, les membres de tous les groupes parlementaires, y compris il y avait des membres d'En Marche à l'intérieur. On a regardé qui avaient été les profiteurs de crise pendant le premier confinement. Alors ça demanderait sans doute à être mis à jour, mais il y a l'industrie pharmaceutique qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6 à 20%. Il y a, et ça c'est beaucoup plus choquant, ce sont les assurances. Les assurances, pourquoi? Parce que non seulement on ne leur a pas fait payer, alors que tous les commerces auraient pu se tourner vers l'assureur en disant voilà, il y a un dégât, là, on vous demande de nous dédommager, mais non seulement ils n'ont pas dédommagé ça, mais en plus, il y a eu moins d'accidents de voiture, donc ça fait 1,5 milliard d'euros d'économie. Il y a eu moins d'accidents domestiques, ça fait 500 millions, et ça c'était juste pendant le premier confinement. Donc on peut estimer que ça serait sans doute augmenté. Et là, ils sont... Alors j'ai eu encore un restaurateur qui m'a envoyé un message ce matin pour vous dire c'est eux qu'il faut faire payer de manière prioritaire. Ce sont les assureurs. Et en effet, il faut qu'ils soient mis à l'amende là pour contribuer à ça. Et ensuite, le troisième secteur qui a gagné, c'est la grande distribution, et notamment les drives alimentaires qui ont fait des bonds de plus 40% et ainsi de suite. Et évidemment, dernièrement, il y a les plateformes numériques, et en premier lieu Amazon, qui s'est gavé et qui continue de se gaver là. Donc voilà les 4 secteurs. Comment vous mettez en place l'impôt alors? Alors, par un prélèvement exceptionnel. Comme j'ai un historien là, je voudrais en profiter. Non mais c'est la dîme en fait. Mais non, c'est pas la dîme. On nous a dit qu'on était en guerre. Vous savez? Ah oui, la peau de 14. Et qu'est-ce qui s'est fait en 14-18?
je vois le 1er juillet 1916, le Parlement vote une loi qui prévoit une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels. Bah ouais. Voilà, tout simplement. C'est possible. À l'époque, on s'est dit, c'est pas normal qu'il y ait des profiteurs de guerre. Ouais. Et je pense que moralement, il n'est pas accepté. Et cet impôt, il part où dans le déficit public ou il est redistribué à qui? Moi, ce que j'ai proposé, alors honnêtement, j'avais exclu l'industrie pharmaceutique de ça parce que ça n'était pas lié au commerce. Mais que ça soit un fonds de solidarité avec le petit commerce. Que ça soit, que ça soit les plateformes, que ça soit la grande distribution ou que ça soit les assureurs, là on a 3 secteurs sur lesquels il y a un lien avec le petit commerce. Et donc ce que je proposais, c'est que ça soit un fonds de solidarité. Quoi. Donc voilà. Mais vous-même, vous vendez vos livres sur Amazon. Oui, mais alors vous êtes Mais sur les Attendez, plateformes, vous êtes expliqué. pas d'impôt en France déjà, donc comment on Vous avez fait fait une très belle tribune pas en même là-dessus, temps. j'ai bien aimé. Alors justement, il va s'expliquer Ouais, parce que non, tout le mais monde je n'a pourrais pas lu parler la de cette tribune. parce que je l'ai lu. Donc. Pourquoi vous avez décidé de continuer à vendre vos livres sur Amazon, même si vous êtes très critique sur cette plateforme numérique? D'abord, moi, je tiens à dire que je ne tire pas de bénéfice personnel de ça, parce que je reverse à des associations mes droits d'auteur pour la quasi-totalité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je viens au micro des grandes gueules, qui appartient à Patrick Drahi. Vous imaginez que je ne suis pas hyper favorable à sa politique d'optimisation fiscale. Et pourtant, je viens ici parce que je tiens à m'exprimer devant les Français. Et on vous invite. Et vous m'invitez. Et vous me permettez de dire En ça. toute Mais, liberté. de la même manière, je ne suis pas un fan de Amazon et de Jeff Bezos. Mais je considère que c'est un moyen d'accéder à un certain nombre de personnes qui ont pris cette habitude-là pour des bonnes et des mauvaises raisons. Ça peut être par facilité, mais ça peut être aussi parce qu'il n'y a pas de librairie près de chez elles, parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, parce qu'elles sont en situation de handicap, ou ainsi de suite. Donc, et moi, je ne viens pas dire « Ah, il faut évacuer Amazon ». C'est pas US Goam que je viens de dire là. Hein. C'est juste Amazon doit payer ses impôts en France. Oui. Il faut mettre à égalité le vendeur de chaussures d'Abil, près de chez moi, avec Amazon. Amazon doit payer ses impôts en France. Donc je ne souhaite pas la liquidation d'Amazon. Je pense qu'on doit avoir par ailleurs une réflexion sur est-ce qu'on doit installer de nouveaux entrepôts en la matière. Il y en a ceux qui vont ouvrir là. Il y en a 10 qui vont ouvrir. Il y en a 10 qui sont prévus. Oui, mais vous savez que alors c'est dans des zones où souvent il n'y a plus grand-chose. Bon, j'ai un entrepôt près de chez moi à Amiens, donc je ne dis pas qu'il faut liquider ça. Mais Monsieur Majoubi, quand il était secrétaire d'État au numérique, avait rendu un rapport qui montrait que grosso modo, un emploi créé chez Amazon détruisait deux emplois. C'est ce rapport. Oui, mais enfin bon, et c'était sur une base minimale. Bon, mais surtout, ce qu'il y a à dire, c'est que quel centre-ville, moi je ne me bats pas seulement sur l'emploi là, pour les petits commerces. Je ne me bats pas seulement sur la finance. Pour un esprit. C'est quelle tête on veut pour nos villes et pour nos bourgs demain. Est-ce qu'on veut qu'ils soient vides ou bien est-ce qu'on veut qu'il y ait du commerce qui continue d'exister? Dans un premier temps, il ne faut pas tout jeter la pierre à Amazon. On a laissé s'installer à la périphérie de nos villes des grands centres et des galeries marchandes. Et les élus y ont participé. Voilà, et qui ont évacué. Qui ont évacué les centres-villes de leur petit commerce. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut passer la deuxième lame du rasoir, là, et laisser tout le champ en plus aux plateformes numériques? Donc, mais sur Amazon, vous donnez une définition qui est assez intéressante, c'est que vous dites que la démarche individuelle de chacun d'entre nous, elle n'est qu'individuelle, mais c'est pas parce qu'on consomme du Amazon, etc., qu'on n'aspire pas justement à modifier tous nos modes de consommation et nos modes de vie. Donc attaquer les gens en leur disant tu consommes Amazon, tu consommes des grandes enseignes, c'est pas ça le sujet. C'est que une démarche individuelle, elle changera pas le paysage. C'est une démarche politique beaucoup plus profonde et à plus long terme, parce que les centres-villes ont aussi la problématique à la fois du stationnement, à la fois de la densité, à la fois des stationnements payants que les maires ont mis, etc. Donc redessiner tout ça, c'est pas que Amazon, c'est aussi tous ces actes qu'on a mis autour, toutes ces périphéries, etc. C'est fini, merci François Ruffin d'être passé par le grand oral des GG. On verra si votre proposition d'un impôt exceptionnel... Vous savez que le Sénat a réclamé la même chose que moi, un Sénat de droite. Oui. Donc la droite et la gauche se sont alliés au Sénat contre les macronistes parce que les macronistes n'en veulent pas cet impôt Covid. Mais donc voilà, c'était instauré par le Sénat. Maintenant, il va falloir se bagarrer à l'Assemblée nationale. J'ai peu d'espoir. Hein. Les macronistes sont hyper dominent l'Assemblée nationale, mais voilà, sachez que c'est pas une proposition de l'ultra-gauche, comme on dit maintenant. Merci François Ruffin d'être passé par les GG.